Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Vendredi 3 février, mesdames, messieurs, merci de suivre le Grand Dialogue. La 15e session du CSA s'est déroulée les 30 et 31 janvier dernier, des rencontres marquées par le boycott de la CMA. Le CTS ne sera plus financé, les pays contributeurs se rétractent, l'Union européenne rouvre les négociations sur la lutte contre la migration clandestine. Birama Touré a disparu depuis un an, toujours aucune nouvelle du journaliste. Où en est-on avec l'enquête? Auditeurs et téléspectateurs, voici donc les sujets que nous vous proposons pour ce forum de la presse. Nos invités sont Badou Escoba, il est du Carrefour, Boubacar Yelkouye, il est lui du journal Le Pays, Yuba Konaté du Zénith Ballet. Je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en ligne par Gagny Kanté. Le grand dialogue. La 15e rencontre du CSA s'est déroulée dans un contexte assez tendu. C'est dans une correspondance adressée au président du CSA que la coordination des mouvements de l'Azawad a décidé de boycotter les travaux. Elle exige au préalable un meilleur cadre pour une mise en œuvre intégrale et diligente de l'accord suivant un chronogramme actualisé, réaliste et consensuel. Alors, Yuba Konaté, est-ce que vous comprenez ces exigences de la CMA maintenant dans le comité de suivi? Ok, merci donc Ousmane de me permettre de donner mon avis sur cette question fondamentale. En fait, vous l'avez dit, hein, c'est la 15e session du comité de surveillance, n'est-ce pas, de l'accord. Donc, comprendre, je ne sais pas, non, je ne dirais pas que je le comprends, mais je pense que les acteurs se sont habitués, n'est-ce pas, à ces va-et-vient-là. Et c'est des faiblesses du processus de suivi de l'accord. C'est des faiblesses carrément parce que à la 15e session encore, si on en est à des boycotts pour mettre la pression sur l'une ou l'autre partie, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord que le processus dans sa mise en application a pris énormément de retard. Est-ce que ce sont des retards, ce sont des retards justement qu'on peut comprendre, hein, dus à certaines situations sur le terrain, telles que oui, véritablement, parce que vous comprenez tout de suite que le comité de suivi lui-même dans sa composition est assez représentative, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que ce soit vraiment le lieu de manœuvre de qui que ce soit. Vous avez des pays comme les États-Unis, la France et l'Union européenne, une très bonne représentation, une très bonne représentativité de l'ensemble des partis qui ont pris, comment dirais-je, qui ont participé à l'élaboration de l'accord. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment le lieu pour qui que ce soit pour faire de manœuvres. Donc les uns et les autres doivent le comprendre et comprendre que pratiquement tous les acteurs sont au même niveau pour la mise en, comment dirais-je, en application de l'accord. Bien évidemment que le gouvernement de la République, dans toute sa souveraineté, a plus de responsabilités que les autres acteurs. Mais je pense que s'il y a des griefs à porter contre le processus, quel est le lieu le plus indiqué, le mieux indiqué que le cadre de concertation? S'il y a des griefs à formuler, on doit venir dans le cadre de concertation et poser ces griefs pour qu'on puisse trouver des solutions à ces griefs-là. Et je pense que c'est l'analyse qui avait été faite par le représentant des Nations Unies, Anadif, je l'ai écouté la dernière fois, qui disait qu'il ne comprend pas, n'est-ce pas, le boycott de cette session parce qu'il n'y a pas mieux, comment dirais-je, meilleur cadre pour poser les problèmes qui sont constatés par les uns et les autres que cette 15e session-là. Moi, je pense que la CMA aurait mieux fait d'être présente et de présenter encore de vive voix les accusations qu'elle porte au processus de paix. Ça me paraît plus, comment dirais-je, réaliste que de rester, n'est-ce pas, dans une dynamique de boycott quand nous sommes à la session. Ça va encore, parce qu'ils se battent pour que le processus prenne de la vigueur. Maintenant, leur boycott va faire que c'est encore des retards qui vont être, parce qu'il y a des questions cruciales qui ne pourront pas être débattues parce que la CMA n'est pas là. Merci, donc on comprend qu'il faut être là pour débattre, c'est vraiment mon analyse. Maintenant, est-ce que moi je comprends leur dynamique? Je ne sais pas. Il y a une autre lecture que je me permets de faire. On va juste faire réagir les autres rapidement et on vous redonne la parole pour continuer. Badou Escoba, on a vu que le 31, la plateforme également s'est fâchée et a claqué la porte. La plateforme s'est fâchée
elle a claqué la porte. Mais le principal responsable du boycott du comité de suivi, c'est la SEMA. Parce qu'il y a Ridwan Mohamed Ali qui dit que depuis 18 mois, l'accord de paix ne connaît pas d'avancée significative. Donc, impérativement, il faut que la SEMA se retire. Il faut que les uns et les autres revoient leur copie. Et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, et qui est le chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif, le Tchadien, a clairement fait savoir que la politique de la chaise vide ne résoudra pas le problème. Il faut que la SEMA et la plateforme s'assument. Il faut qu'ils acceptent de retourner à la table de négociation. Et mieux, il y a le négociateur en chef, celui qui est le chef de file des négociations, qui est le représentant de la communauté internationale, Ahmed Boutache, s'est même fâché. Il dit qu'il faut impérativement que tout le monde se retrouve, qu'on discute. Et pour cela, il est allé jusqu'à demander à ce que les chefs de la plateforme et les chefs de la SEMA, c'est-à-dire les chefs de la SEMA, à savoir Al-Gabas Ag-Intalla, Al-Gabas Ag-Intalla, Ibrahim Mohamed Ag-Sidati et Bilal Ag-Sharif se retrouvent avec les leaders de la plateforme, discuter, échanger, trouver un compromis avec naturellement la présence des représentants de l'État, la présence de certains politiques et la présence de certains ambassadeurs. Merci Badou. Alors, Boubacar Yelkoué, est-ce que, justement, quelles sont les conséquences de l'absence de l'une des parties sur le processus en cours? Oui, bon, par rapport à ça, moi je pense que vraiment aujourd'hui où nous sommes, il est temps qu'on finisse avec cette histoire que moi je considère comme du folklore. Du folklore en ce sens que, imaginez pendant combien de mois nous sommes là, autour seulement de cette phase préliminaire pour qu'on puisse vraiment entrer en vivre, comment on appelle ça, dans le fond même de la mise en œuvre de l'accord de paix. Et jusqu'à présent, c'est une partie qui continue à bloquer le processus. Parce que moi, je considère aujourd'hui, ceux qui sont les rebelles qui sont au niveau de les ex-rebelles qui sont au niveau de la CMA aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a blocage, c'est leur nom qui est cité. À chaque fois qu'il y a blocage, c'est leur nom qui est cité. Et ici, aujourd'hui, peut-être l'autre jour, ils ont boycotté. Mais est-ce que c'est censé? Est-ce que les revendications qu'ils ont en évoquant les différentes... leur non-participation sont des revendications qui sont réelles, qu'on peut prendre en compte? Oui, bon, au fait, peut-être la dernière revendication, leur absence, elle est due quand même à l'attaque du camp du MOC au niveau des Gao. Mais moi, je pense qu'ils ne sont pas quand même les seuls touchés. Ils ne sont pas les seuls touchés, donc ça ne doit pas être un motif valable pour eux. Ils ont nommément cité qu'ils veulent les meilleurs cadres pour une mise en œuvre intégrale et diligente de l'accord suivant un chronogramme actualisé, réaliste et consensuel. Mais qu'est-ce qui a fait réellement qu'on n'a pas accepté le chronogramme? Il faut tenir compte de ces aspects aussi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le premier responsable dans ce retard-là, ce sont eux. Et ils vont toujours continuer, ils vont nous demander d'actualiser aujourd'hui. Et en voulant nous inscrire encore dans leur dynamique, ils vont venir avec d'autres visions qui vont nous imposer. Et maintenant, ces visions qui vont imposer, si nous disons que nous allons partir sur cette base encore, quand est-ce que nous allons finir avec ça? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps vraiment qu'on avance. Mais certes, nous avons trop traîné à cause d'eux. Il est temps qu'on leur dise la vérité. S'ils sont prêts à s'inscrire dans la dynamique de la mise en œuvre de l'accord pour que vraiment le peuple puisse sortir dans cette crise, tant mieux. Dans le cas échéant, on va les mettre à côté et continuer. Et moi, à mon avis, en réalité, moi, je ne le considère pas au fait comme... Les mettre à côté, la CMA représente quand même une partie intégrante de ce processus. Oui, mais effectivement... En les mettant de côté, on pourrait avancer. Mais regardez très bien au nord, malgré que on pensait qu'au départ, si nous les avons avec nous, peut-être ça allait nous permettre de mettre ou d'endiguer un peu le problème du Nord. Mais nous avons vu que les choses vont de mal en pis. Ça sous-entend également qu'ils n'ont pas une force. C'est-à-dire qu'ils sont... Moi, je les considère comme une apparence en tant que telle. C'est de l'apparence. Mais au fond, franchement, dire ces gens-là, ils ne représentent absolument rien au niveau du Nord. C'est ce que nous comprenons. Et ils nous ont fait traîner pendant tout ce temps. Il est temps vraiment qu'on leur dise la vérité et qu'on puisse vraiment faire sortir le peuple dans cette souffrance-là. Youba, alors on parle d'une rencontre, on parle d'une rencontre de haut niveau, une autre rencontre de haut niveau avec les mêmes protagonistes, à savoir la plateforme, la CMA, la communauté internationale. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, si c'est, comment dirais-je, si cette rencontre de haut niveau peut changer les choses, tant mieux. Sinon, moi je pense que vraiment... Qu'est-ce que ça pourrait éventuellement changer? Peut-être que, puisque si on envisage une telle rencontre, je suppose qu'il y a d'autres mécanismes qui vont rentrer
en ligne de compte pour pouvoir booster des choses. Mais moi, je me dis que, c'est-à-dire mettre, comme l'a dit Yalko, mettre la CMA de côté, je ne sais pas, c'est-à-dire il faut faire un peu de recul derrière pour comprendre le processus. Au début du processus, on a été très clair. On a dit ce qui porte la revendication politique, il faut qu'on termine ce processus-là. Donc, je pense que c'est ce qui est aujourd'hui en branle. Nous sommes en train de vouloir terminer avec ceux qui ont la revendication politique. Maintenant, quand on va terminer avec ce processus, le reste, pour ce qui est de l'insécurité sur le terrain, on va voir qui est, comment dirais-je, acteur de quoi, qui n'est pas acteur de quoi. Mais les acteurs ont, comment dirais-je, estimé qu'à un moment donné, il va falloir que ceux qui portent la revendication politique soient hors de portée de la chose. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait, comment dirais-je, effectivement aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir à un moment donné que la CMA mette de l'eau dans son vin. C'est sûr que le processus traîne. Ce qu'on ne dit pas évidemment, c'est que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres trucs qui sont en train de se préparer en dessous. On va pas publiquement, la CMA ne va pas revendiquer ces choses-là. D'autres choses oui, telles que... Il y a plein de rumeurs qui circulent concernant la vie interne même de la CMA, ses relations, ses appréhensions, tout ça. Donc on ne peut pas gérer tout ça. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a une confiance entre les différentes parties? On a l'impression que la plateforme ne fait pas vraiment confiance au gouvernement, que le gouvernement ne fait pas vraiment confiance à la CMA. Quelle est votre lecture de la chose? Non, je pense que toute cette instabilité, tous ces boycotts et autres peuvent vraiment se résumer à ça. Et la communauté internationale qui a parlé de sanctions, quelles peuvent être justement les sanctions? C'est pourquoi je parle de faiblesse de l'accord. Parce que dès le départ, on avait dit que tous ceux qui vont vouloir entraver le processus vont être sanctionnés. Mais depuis que plus d'un an maintenant que nous sommes dans le processus, personne n'a été sanctionné. Et donc, ce qui fait que les gens ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer pour un rien et du tout à vouloir entraver le processus. Et ça ne fait qu'encore retarder le processus. C'est à un moment donné, il va falloir que la communauté internationale prenne ses responsabilités parce que c'est elle qui est quand même garante de tout ce processus-là et qu'on mette en application des sanctions à l'encontre de tous ceux qui vont, comment dirais-je, placer des entraves au processus. Parce qu'il n'y a pas meilleur cadre que le comité de suivi même pour poser tout ce qui est revendication concernant le processus. Je pense que les uns et les autres doivent le comprendre. Et là, vous avez, on ne va pas comment dirais-je, accuser quelqu'un de parti pour de protéger quoi que ce soit. Vous avez toutes les garanties et je pense qu'à l'égard de la communauté internationale, l'ensemble des acteurs font confiance à ceux qui sont, comment dirais-je, les garants de ce processus-là. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas dans ce cadre et poser les problèmes. Merci Yuba. Badou Escobar, est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées aujourd'hui justement par rapport au retard accusé? Il est clair qu'il y a un retard, mais est-ce que ce n'est pas de la faute d'un peu quelque part le gouvernement, quelque part la communauté internationale elle-même, la CMA, la plateforme aussi? L'accord d'Alger a échoué. Il faut trouver une autre formule. Est-ce qu'on peut parler d'échec de l'accord d'Alger à ce stade? On peut parler d'échec de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger a échoué. L'accord d'Alger a échoué. Il faut réinventer l'accord. Expliquez-nous. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Un accord qui n'est même pas encore en phase d'application. N'est plus un accord. L'accord n'arrive pas à être appliqué par la faute des acteurs qui estiment que le contenu de l'accord présente des failles. Donc il faut réinventer l'accord. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut que la communauté internationale prenne ses responsabilités. L'accord d'Alger a été signé. Les populations locales n'ont pas été intégrées dans le processus. Il faut qu'on intègre les populations locales. Il faut que la France prenne ses responsabilités. La France, c'est la puissance colonisatrice. Ce sont les forces françaises qui sont actuellement présentes au Mali. Mais le Mali est un pays souverain. Le Mali est un pays souverain, mais les forces françaises sont là, c'est à eux de prendre les responsabilités pour mettre fin à la crise. Vous savez, en 1998, quand il y a eu la guerre civile en Sierra Leone, il a fallu que les troupes britanniques interviennent pour mettre fin au conflit. En quelques jours, ils ont mis fin à la guerre. Parce que c'est une question de volonté. Il faut que les uns et les autres sachent, que les bandits de la CMA sachent que la communauté internationale le voit, le peuple malien le voit. On a vu ce qui s'est passé au Cambodge avec Pol Pot. Les bandits de la CMA. Les Khmers rouges au Cambodge. Ils ont tué des gens, ils ont violé des gens. Les leaders ont tous été emprisonnés et jugés. Pol Pot est même mort du paludisme. Le cas de la Sierra Leone, je reviens sur la Sierra Leone, le cas de Je vous suggère de prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons sur ce plateau.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Vous suivez le forum de la presse, la revue de l'actualité hebdomadaire Badou Escobar. Tout juste un mot. Allez-y. Je me rappelle, en 1996, au plus fort de la rébellion dans le nord du Mali. Alors, quand Bernard Kouchner est venu ici. Quand Bernard Kouchner est venu ici, il a dit que la fin de la rébellion au Mali n'est plus qu'une question de semaines. Et quelques semaines après, la rébellion a pris fin. Il faut que le gouvernement français prenne ses responsabilités. Il faut que les Français ouvrent leur jeu, qu'ils mettent fin à cette rébellion. C'est eux qui sont derrière la SEMA, c'est eux qui soutiennent la SEMA. Il faut être clair, il faut appeler le chat par son nom. Nous, on est des patriotes. Je ne suis pas président de la République, je ne suis pas membre du gouvernement. Donc la France ne peut pas me faire un coup d'État. Donc il faut que la France prenne ses responsabilités. J'ai failli dire Badou Escobar. Boubacar Yalkoué, est-ce que vous êtes d'accord avec ces allégations de Badou Escobar? Oui, bon, au fait, moi, au lieu d'aller accuser qui que ce soit, nous sommes dans un État souverain, dans un pays souverain, comme vous l'avez si bien dit. Nous avons nos autorités légitimes qui sont là. Et s'il y a lieu de parler de l'avenir du pays, ils sont quand même les mieux placés par rapport à ça. Et si elles engagent, ces autorités engagent aussi le pays dans un processus, elles doivent également assumer leurs responsabilités par rapport à l'exécution à hauteur de souhait de ces processus-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque. Nous avons un régime, nous avons quand même des autorités, entre guillemets, irresponsables. Et cette irresponsabilité, c'est ce qui nous amène dans cette situation. Il faut, à un moment donné, vraiment, même si vous pensez que ceux-ci-là, ils sont avec nous, la communauté internationale, elle est là, elle nous a aidés à arriver jusqu'à ce niveau. Elle nous a aidés à échapper, à un moment donné, aux menaces des terroristes, des djihadistes. Mais, si ces mêmes gens qui sont avec nous, ils prennent d'autres, ils nous mènent quand même sur d'autres chemins qui ne riment pas avec la vision du pays, qui ne riment pas avec le bonheur du peuple. Mais prenez comment on appelle ça, le courage entre les deux mains, assumez-vous, dites-leur clairement que bon, vraiment, vous nous amenez sur un chemin qui n'est pas bien. La médiation qui a condamné le boycott, mais qui n'a rien dit sur le retrait de la plateforme, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Oui, ce n'est pas juste au fait. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du moment où, comme je l'ai si bien dit la fois dernière, il est temps qu'aujourd'hui, ce groupement-là, ce regroupement, comment on appelle ça, dans lequel se trouvent les différents comment on appelle ça, groupes rebelles, qu'on leur dise la vérité par rapport à la situation du Mali. Qu'ils sachent que là où nous sommes aujourd'hui, le peuple a vraiment souffert. Pas seulement au nord seulement, mais nous avons vu que la crise, elle s'est même déplacée vers le sud. Le centre aussi. Voilà, le centre. Et aujourd'hui, là où nous sommes, vraiment, si réellement ils se battent pour ce peuple-là, ils nous ont montré à un moment donné qu'eux aussi, ils s'inscrivent dans l'unité. Ils sont pour un Mali un et indivisible. Vous ne pouvez pas être pour un pays, un Mali un et indivisible, et à tout le temps, vraiment nous mettre en retard par rapport à la mise en œuvre de l'accord, qui est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme une condition sine qua non d'une vie meilleure dans le pays. Ce n'est pas possible. Ouais. Merci Boubacar Yalkoué. On va aller vers un autre sujet. Le comité technique de sécurité chargé du processus de désarmement et de cantonnement doit faire face à des besoins de financement. Le financement sera maintenu jusqu'au mois de mars, après quoi l'État malien devrait supporter la facture. Selon certains observateurs, l'épuisement du financement du comité technique de sécurité n'est autre que la conséquence du retard pris dans le processus de désarmement et de cantonnement. Le porte-parole de la MINUSMA a déclaré que l'accord de paix est malien et il est de la responsabilité de l'État malien de financer les activités de mise en œuvre de l'accord. Selon elle, les pays donateurs ne peuvent pas continuer à assurer éternellement le financement de l'accord. Alors, Yuba Konaté, est-ce que le Mali a les moyens aujourd'hui de financer l'application de l'accord? Oui, ok, merci Ousmane. C'est, comment dirais-je, la souveraineté, notre souveraineté tant, comment dirais-je, prônée qui est mise maintenant à rude épreuve. Il va falloir que l'État malien use de toute son intelligence pour pouvoir assurer le financement de ce comité. Il va falloir à un moment donné que nous aussi on se donne, comment dirais-je, des priorités dans le fonctionnement de notre nation. Parce que pour moi, le suivi de ce comité de suivi là est essentiel. Parce que la première préoccupation aujourd'hui de notre peuple, c'est vraiment ça. C'est la sécurité. Alors, on aura les financements seulement jusqu'en fin février. Hein? Justement, jusqu'en fin février. Alors, est-ce que ça nous laisse suffisamment de temps d'ailleurs pour nous organiser et pouvoir justement faire face aux dépenses que le CTS engendre? Moi, je me dis que vraiment l'État
doit se donner l'intelligence de trouver les moyens. Parce que nous parlons de tout un pays et de tout un peuple. Et je pense qu'il faut savoir se placer les priorités. Et je pense que si les plus hautes autorités se donnent comme priorité de pouvoir financer ce processus-là, ils vont trouver les moyens. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous dépensons dans des trucs qui ne sont pas forcément meilleurs que ces aspects-là. Et je pense que l'une des préoccupations aujourd'hui de ce peuple-là, c'est vraiment la sécurité. Et ce processus-là contribue à la sécurisation de ce pays et de ce peuple-là. Il va falloir à un moment donné, parce que c'est donner l'intelligence de trouver les financements, ce n'est pas forcément que c'est l'État même qui va mais c'est à l'État de trouver d'autres mécanismes de financement. Et je suppose que notre pays a quand même des amis et tout pour pouvoir encore trouver les moyens, des ressources pour pouvoir financer, faire face à ces responsabilités. Parce que cette responsabilité, on le dit, nous on le prend quand ça nous arrange, on ne le prend pas quand ça nous arrange pas. Il y a un problème. Chaque fois nous sommes, comment dirais-je, très jaloux de notre souveraineté, on veut le brandir, mais ça, c'est un élément clé de la souveraineté. Il va falloir qu'on s'assume et il va falloir que l'État trouve toute l'intelligence pour pouvoir assumer cette souveraineté. C'est essentiel pour moi. Badou Escobar, est-ce que ce n'est pas une espèce de pression des pays donateurs pour nous amener à quelque chose? C'est une espèce de pression pour obliger le gouvernement malien à faire ce qu'il ne peut pas faire. On ne peut pas aimer le beurre, l'argent du beurre et l'argent du cul. C'est aux puissances occidentales de financer le comité technique de suivi, parce que c'est eux qui ont déclenché la guerre en Libye. Nous vivons les conséquences de la guerre en Libye. Donc ce n'est pas au peuple malien, au gouvernement malien de faire ces sacrifices, c'est à la communauté internationale de financer. Mais c'est chez nous qu'il y a la guerre. Mais qui a amené la guerre chez nous? Oui, mais c'est nous qui vivons la guerre. Alors, s'ils ne veulent plus le financer, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut faire? S'ils ne veulent plus financer, on laisse tomber. C'est à eux de financer, parce que c'est eux qui ont amené la guerre dans ce pays-là. Le Mali a toujours connu la guerre. En somme, Badou Escobar, vous êtes en train de nous dire de vivre dans la guerre? Non, moi je n'ai pas dit de vivre dans la guerre. J'ai dit, c'est eux qui ont allumé l'incendie, c'est des pyromanes. Ils n'ont qu'à venir éteindre le feu là. Le peuple malien a d'autres priorités. Ce n'est pas le nord seulement. Au sud, il y a des priorités. Les magistrats sont en grève, les médecins sont en grève, tout le monde est en grève. Ils disent qu'ils ne sont pas dans les conditions. Donc, quelques groupes d'individus ne peuvent pas prendre ce pays-là en otage. C'est le processus d'Alger qui est en panne. Non, mais là, par rapport au financement et le retrait des pays donateurs, quelles sont les options et les alternatives qu'on a actuellement? On a une très courte marge de manœuvre. Fin février, les financements s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire? La communauté internationale ne peut pas suivre le Mali de ce financement, parce que le Mali est une victime. Le Mali est victime collatérale de la guerre en Libye. C'est pas nous, c'est eux. Ils vont financer, ils seront obligés de financer. Si le Mali refuse de financer... Non, ils ont été clairs, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus. Si c'est ça, ils n'ont qu'à ressusciter Kadhafi. Ils n'ont qu'à le placer à la tête de la Libye. Boubacar Yankoué. Alors, quel est le danger pour le processus de paix en cours si le gouvernement n'arrive pas à financer justement le CTS? Oui, au fait, comme mon confrère Koba l'a si bien dit, nous sommes dans une situation aujourd'hui qui nous a été imposée par les puissances étrangères. Et ce sont les conséquences résultantes vraiment de leur intervention en Libye. Et dans leur processus, ils nous ont imposé également un accord en Alger, dont vraiment le gouvernement... Vous pensez que l'accord a été imposé? Ça nous a été imposé. À l'époque, nous nous rappelons... plusieurs mois de négociations. Ah oui, nous nous rappelons pratiquement... Avec les ministres du gouvernement, un gouvernement avec un président pour lequel on a voté. C'était des figurants. En Alger, là-bas, tout le monde le sait, c'était des figurants. Ils sont partis seulement... Ce sont les experts français, une partie des rebelles, et comment on appelle les Algériens vraiment qui ont élaboré un document qui a été imposé au Mali. Tout le monde le sait. La CMA quelque part dit un peu la même chose, que l'accord leur a été quelque part imposé. On se souvient d'ailleurs qu'il y a une première signature de par toute la CMA et le reste des troupes a signé le 22. En fait, la CMA aussi, il faut aussi comprendre qu'au niveau de la CMA... Non, finalement, c'était un accord qui n'arrange aucune des parties. Non, la CMA aussi également, peut-être il y a certaines parties, puisque la CMA, elle est aussi divisée, il faut comprendre. Au sein de la CMA, elle est divisée. À chaque fois, il y a une partie qui se détache et qui réclame aussi, qui se positionne pour le partage du gâteau. Et maintenant, c'est cette partie qui se détache et se positionne. La plupart des cas, ce sont ces parties-là qui donnent leur version des faits par rapport à la chose. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale, elle n'a même pas intérêt de menacer le Mali ou mettre la pression sur les autorités maliennes en disant que
aujourd'hui où nous sommes, elle est fatiguée, elle va arrêter le financement compte tenu du retard compte tenu du retard accusé dans la mise en œuvre du processus de l'accord. Imaginez, eux, ils ne peuvent pas, depuis combien de temps ils sont chez nous? Ils sont obligés, puisque aujourd'hui le Mali, il est menacé. Mais si ce problème, cette menace-là arrive à envahir le Mali, mais le reste du monde aussi va sentir. Le reste du Mali va forcément sentir. Raison pour laquelle ils sont là, raison pour laquelle nous avons vu, même quand Hollande est venu ici lors du sommet France-Afrique, il a été clair par rapport à la situation du Mali. Et il dit qu'ils vont rester toujours aux côtés du Mali, faire en sorte que nous puissions vraiment nous débarrasser de cette situation aujourd'hui. Parce que la menace, aujourd'hui, certes, c'est nous qui souffrons. Mais cette souffrance-là, si aujourd'hui on ne donne pas, le monde ne se donne pas la main, vraiment pour mettre fin à ce problème-là, la menace finalement va quand même se propager et ça va atteindre d'autres parties du monde. Hein. Ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Moi, je pense que la pression, ça à l'État maintenant de les interpeller, leur faire part de la réalité du terrain, même s'ils le savent souvent, ils jouent aussi également, je ne sais pas comment je vais dire, au sourd-muet souvent. C'est à l'État de dire, bon voilà la situation du pays, faites tout. Et leur faire des propositions par rapport aujourd'hui, comment nous pouvons quand même franchir cette étape. Et par-delà, si l'État n'arrive pas à le faire, si les autorités n'arrivent pas à le faire, et finalement c'est au peuple de prendre sa responsabilité, parce que ça ne peut pas continuer. Merci Youba Konaté, par rapport à la question, est-ce qu'il faut prendre cela très sérieusement? Non, moi, je ne pense pas. Hein. Ou vous pensez qu'on va trouver un terrain d'entente? Non, moi, je pense que c'est une manière... Quel est l'objectif Parce qu'on l'a dit et répété, hein, le Mali n'a pas les moyens de mettre en application. Quel est l'objectif d'une telle pression? Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il dit que... Moi, je me dis aussi que c'est de la responsabilité de l'État du Mali de trouver, comment dirais-je, les réponses adéquates par rapport à cette question. En attendant, c'est pourquoi j'ai parlé de toute l'intelligence de notre État. Donc on est d'accord avec la MINUSMA quand ils disent que l'accord de paix est malien et il est de la responsabilité de l'État malien de financer les activités de mise en œuvre de l'accord. Je dirais dans un premier temps oui, mais il est aussi du devoir de la communauté internationale d'accompagner le Mali. Et tout le monde sait que ces processus-là, si on le prend, et surtout le dépourvu qui est annoncé comme ça, on le prend de cette manière, nous n'avons pas forcément les moyens tout de suite de pouvoir réagir à ça. Mais c'est l'État qui doit se donner toute l'intelligence pour pouvoir apporter les réponses adéquates. Et je voulais juste réagir sur un aspect. C'est-à-dire que pour moi, le débat n'est pas aujourd'hui comment dirais-je, aux causes de cette situation que nous vivons. Nous sommes déjà en plein là-dedans. C'est-à-dire que les Maliens, ou du moins les acteurs, ne mesurent pas forcément l'ampleur réelle de ce que nous vivons dans notre pays. C'est terrible ce que nous vivons. Nous sommes au bord du précipice. Et il faut que nous réagissons. Nous ne sommes pas en train de réagir. Et pas forcément comme le disent mes deux confrères, les termes vont un peu varier. Moi, je ne parlerai pas d'irresponsabilité des autorités, mais de manque de leadership assez criard quand même. Il y a un manque de leadership assez criard dans notre pays. Il y a quand même eu des avancées assez significatives dans l'application du processus de paix. Il y a la désignation des membres des autorités intérimaires, le MOC était en place. Mais par rapport à l'ampleur de la tâche, parce que les avancées se mesurent par rapport à quelque chose. C'est par rapport à tout ce qui est planifié que les uns et les autres pensent que nous sommes suffisamment en retard et que le processus n'est pas en train de bouger. Non, c'est à ça qu'il faut apporter les réponses idoines et dire que on ne doit plus rester dans ces positions statiques là. C'est que dans le quotidien on sente que non, quelque chose est en train de changer et que on ne peut pas continuer à rester dans notre position de faire comme si nous étions dans un pays normal. C'est ce que je me tâche toujours à rappeler aux uns et aux autres. Notre pays n'est pas un pays normal. Nous ne vivons pas dans un pays normal, mais on veut faire croire aux gens que nous vivons dans un pays normal. Nous ne vivons pas dans un pays normal. Nous vivons dans un pays qui est dans une situation de guerre. Il faut qu'on le comprenne. L'insécurité est criarde. Merci Youba Konaté. Badou Escoba, permettez, on va prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Les dirigeants des 28 pays de l'Union européenne veulent s'atteler au défi migratoire de la Méditerranée. Ils souhaitent clarifier ce vendredi à La Valette la coopération qu'ils recherchent avec les pays d'Afrique. Les Européens veulent en priorité couper les filières de migration clandestine de l'Europe, quitte à envisager des projets polémiques comme le renvoi à l'avenir vers les lieux sûrs en Afrique des migrants secourus en mer. Alors, Badou Escobar, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible que des gens qui fuient un continent, qu'on les rattrape et qu'on les renvoie? C'est irréaliste parce que les gens fuient généralement la misère et les guerres civiles pour se rendre en Europe. Or, la réunion de La Valette, qui va regrouper peut-être les 28 pays de l'Union européenne, qui regroupe les 28 pays. À Malte, la réunion a déjà commencé à La Valette en Malte. Donc le problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'ils veulent imposer aux États africains, n'est-ce pas, la réadmission de leurs ressortissants. Ils veulent même conditionner leur aide à ce que les États africains acceptent. Ils l'ont dit, ils l'ont dit à Bruxelles il y a quelques mois que l'aide au développement sera conditionnée au nombre de migrants qui quittent le pays. Ce que je veux dire, ils ont intérêt à faire en sorte que le continent africain puisse être développé. Parce que si le continent africain n'est pas développé, ils sont obligés d'accueillir la misère de l'Afrique. Il faut qu'ils prennent des responsabilités. Mais les premiers bénéficiaires si le continent africain est développé, ce sont les Africains d'abord. Oui, ce sont les Africains qui doivent bénéficier. Mais ce qu'il ne faut pas que nos gouvernements trouvent des politiques pour maintenir justement les gens ici en créant de l'emploi, par exemple. Bon, pour que les gouvernements africains puissent trouver les moyens, les arguments nécessaires de créer des emplois, des industries, il faut que les Européens cessent de créer des rébellions en Afrique. Il faut que les Européens cessent de fabriquer des rébellions sur notre continent. Donc s'ils arrêtent ça, nous, on pourra nous développer. Qu'ils cessent de venir piller nos ressources. Tous les problèmes sont là. Si vous voyez que quelqu'un quitte, n'est-ce pas, le feu pour aller vers l'eau, c'est parce que l'eau est bien. Et cette situation a été créée par eux. Donc ils ont intérêt à faire en sorte que le continent puisse retrouver la paix, la stabilité. Parce que ils sont en train de faire quelque chose. C'est comme si ils sont en train de mettre le couteau sur la gorge des dirigeants africains. Et ça c'est extrêmement grave. Je vais vous dire une chose. Très rapidement. Je prends l'exemple seulement, je prends le cas de la France. Le ministre Abdrahmane Silalati, il dit que pour obliger un clandestin à revenir dans son pays, il faut débourser 17 000 euros. Si on donne à chaque migrant 17 000 euros, il pourra se développer, il pourra s'en sortir. Il a même dit que le gouvernement malien est en train de vouloir négocier avec la Confédération helvétique pour pouvoir faire en sorte que les ressortissants maliens qui se trouvent en Suisse puissent venir s'installer ici, vivre dans la dignité. C'est ça qu'il faut. Il faut des politiques donc de développement clair qui vont à l'endroit directement des migrants. Il faut permettre aux jeunes Africains de pouvoir s'installer et de vivre dans la dignité. Personne ne veut aller, n'est-ce pas, se faire humilier sous la neige, sous la boue. Merci Badou Escobar. Boubacar Dialkouye, je discutais avec les collègues. Certains ont affirmé que ces mesures sont quand même meilleures aux mesures prises par le président Trump, telles que construire un mur ou interdire l'accès de son pays à plusieurs États. Oui, moi je pense quand même que je suis dans la même dynamique, contrairement à ce aux mesures quand même de la loi du plus fort que Trump a envisagé. Et aujourd'hui, je me dis que par rapport à cette histoire quand même de migration, il y a vraiment lieu que les États africains se donnent les moyens, ils réfléchissent quand même par rapport à comment mettre des stratégies possibles en place pour que les Africains, les jeunes Africains ne se donnent pas les initiatives d'aller vers les pays européens pour quand même se faire un lendemain meilleur. Et aujourd'hui, nous avons les potentialités pour ça. Et aujourd'hui, la jeunesse, compte tenu quand même de la frange la plus jeune, quand on regarde au niveau de l'Afrique ici, quand on prend la population, la partie majoritaire, elle est jeune. Et ça, c'est une chance pour nous. C'est aux Africains, c'est aux États africains, c'est aux dirigeants africains de trouver les stratégies possibles pour créer de l'emploi au niveau des pays africains. Ça peut commencer par les chefs d'État dans leur pays. Et par-delà, pourquoi ne pas aller vers les organisations africaines? Et au niveau des organisations africaines, s'asseoir et essayer de voir quelles sont vraiment les raisons pour lesquelles les jeunes partent vers les pays européens et quels sont aussi les moyens
que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir les maintenir en Afrique ici. Ce n'est pas parce qu'ils partent, ce n'est pas parce qu'ils veulent partir. C'est dû à des raisons. Et ces raisons-là, si vraiment les dirigeants africains arrivent à trouver des moyens, arrivent à mettre en place des stratégies adéquates, idoines, ça va vraiment nous permettre de sortir dans cette humiliation. Puisque nous ne pouvons pas continuer à chaque fois qu'il s'agit de ces Européens-là, ils se lèvent, ils disent que les Africains sont venus envahir nos pays, et nos malheurs également sont dus à eux. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Merci Boubacar Yalkoué. Alors Youba Konaté, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Est-ce que l'Union africaine, par exemple, peut prendre des mesures contre l'UE pour éventuellement faire annuler certaines des décisions qui vont apparaître au cours de ce sommet de la Valette? Je ne pense pas que l'Union africaine, c'est-à-dire que l'Union africaine, dans une dynamique de politique communautaire, doit peut-être réagir et essayer de fédérer l'ensemble des initiatives que nous avons de part et d'autre du continent. Maintenant, est-ce que l'Union africaine peut poser une fin de non-recevoir, par exemple, aux décisions? Je ne pense pas. On n'a pas les moyens. D'abord, sur cette question, il faut être clair. La première responsabilité est d'abord pour nous-mêmes Africains. Il y a un problème de gouvernance qui se pose de façon criarde, tout le monde le sait. Pour que les jeunes quittent ces pays pour aller se faire harakiri et aller, mourir dans les océans et autres, c'est parce que c'est très compliqué dans leur localité d'origine. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se donne des moyens. Parce que c'est à quoi Koba faisait tout de suite allusion, c'est essayer d'empêcher, non, moi je pense, de donner des primes pour que les gens, ceux qui sont là-bas, c'est une boîte de Pandore. C'est une boîte de Pandore, ça ne marchera pas. La responsabilité est d'abord celle vraiment elle est incombe d'abord à nos dirigeants. C'est des problèmes de gouvernance, tout le monde le sait. Quand nous avons des budgets qui sont déficitaires à 35-50%, il y a une véritable question de sursaut que les Africains doivent faire à leur niveau. Merci Youba Konaté. Alors Badou Escobar, si vous le permettez, cela fait 1 an qu'on est sans nouvelles de notre confrère Birama Touré et l'enquête qui piétine un peu. 1 an qu'on est sans nouvelles de lui. Est-ce que vous avez des informations par rapport à l'avancée de l'enquête déjà? Moi, je n'ai aucune information par rapport à l'avancée de l'enquête parce que je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est temps qu'on sache la vérité. Il est temps qu'on sache si réellement il est vivant ou bien s'il est mort. Je préfère parler franchement, vous m'excusez, ou bien s'il est parti en aventure. Il faut qu'on le sache. Un an, jour pour jour, notre confrère disparaît, les enquêtes piétinent, il n'y a pas de suite, on ne sait même pas ce qui se passe. Bon, celui qui avait le dossier en main, il est ministre de la Justice. Nous, on pensait qu'avec l'occupation du poste de ministre du garde des Sceaux, il allait peut-être pouvoir faire les choses avec célérité, il allait diligenter les enquêtes pour que la vérité quand même éclate au grand jour. Alors, Boubacar Yalkoué, il y a plusieurs théories qui sont avancées. Il semble qu'on n'ait absolument aucune trace de ce journaliste-là disparu depuis 1 année. Ah oui, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, on ne sait même pas quelle est la thèse à laquelle se fier, puisque de part et d'autre, chacun donne sa version des faits par rapport à la disparition de notre confrère. Et jour pour jour, comme vous l'avez si bien dit également, les journalistes quand même ont fait de leur mieux. Et au niveau quand même aussi des autorités, au niveau de la sécurité d'État aussi, ils nous ont aussi confirmé que vraiment les enquêtes sont en cours et ils feront tout pour qu'on puisse quand même avoir des informations sur notre confrère. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune information par rapport à ça. Vous avez vu 1 année après, et d'ailleurs même c'est même presque passé inaperçu, à part quelques journaux de la place qui ont parlé de ça. Et d'ailleurs j'ai vu aussi un jour sur RFI, on a dit bon voilà, les journalistes ont marché ou ils ont fait un sitting ici. Mais même ça, nous on n'était même pas au courant. Comment ça s'est passé? Ça ne peut pas passer inaperçu au Mali ici. Mais nous on n'était même pas au courant. Et moi je pense que ce genre de situation, la date anniversaire de sa disparition, on devrait quand même organiser une cérémonie grandiose en son honneur au Mali ici, du côté de la presse. Que la date ne passe pas inaperçue. Et en fonction de cela, on allait mettre la pression sur le régime, puisque c'est vraiment écœurant. Ça sous-entend que nous tous qui sommes là, rien ne nous dit que c'est le régime qui l'a touché. Non, je n'ai pas dit que c'est le régime qui l'a touché. Mais moi, je pense que le régime doit se donner les moyens
pour nous donner quand même des informations par rapport à ça. Nous sommes dans un état. Et les autorités qui sont sur place, si un journaliste il disparaît comme ça, dans un pays, comment on appelle ça, d'1 million et quelques de kilomètres carrés, si on n'arrive pas à avoir des informations sur la disparition de ce dernier, mais c'est vraiment écœurant. Et ça fait peur. Ça fait peur. Alors, Youba Konaté, est-ce qu'il y a une démobilisation de la part des journalistes quant au problème de disparition de Birama Touré? Oui, en tout cas, c'est que les uns et les autres n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire pour pouvoir retrouver le jeune homme. Parce qu'en fait, c'est ce qui est bizarre, quoi. C'est très bizarre. Un homme disparaît comme ça. Comment un homme peut disparaître? Non, il faut forcément qu'on trouve qu'on sache quelque chose. Il y a un véritable problème. C'est là que moi je ne parlais pas de régime, mais je parle des autorités en place. Il est de leur responsabilité d'assurer la sécurité de tout Malien. De surcroît un journaliste. Donc moi je pense que vraiment cette responsabilité elle est d'abord de l'État. Il faut que l'État s'assume et que l'État mette en place, comment dirais-je, ce qu'il faut pour pouvoir vraiment nous dire, apporter des réponses à cette préoccupation-là. Où est Birama? Qu'on nous le dise. Parce qu'un homme ne peut pas disparaître comme ça. Il y a quelque chose qui est arrivé. Et si l'État a les moyens de pouvoir, comment dirais-je, apporter des réponses à cette préoccupation-là. Parce que, véritablement, si l'État s'engage, je ne dis pas qu'on va retrouver Birama, on souhaiterait le retrouver vivant, mais au moins on va savoir qu'est-ce qui est arrivé. Parce qu'un homme ne peut pas disparaître comme ça. Il va falloir qu'on trouve vraiment, l'État se donne des moyens de pouvoir informer les populations et surtout les confrères pour qu'on sache qu'est devenu Birama. C'est fondamental. Badou Escobar, est-ce que vous pensez qu'il y a des non-dits Bon, moi je ne peux pas dire que en toute objectivité, je ne peux pas dire qu'il y a des non-dits. Ce qui est sûr et certain, nous sommes dans un état de droit. La liberté d'expression est un acquis de la démocratie. Donc ceux qui sont chargés de porter la voix des sans-voix, ils doivent être en sécurité, ils doivent vivre dans la dignité pour l'honneur et la dignité du Mali. Pour l'honneur et la dignité de ce régime, les autorités maliennes doivent tout mettre en œuvre, mettre les bouchées doubles pour qu'on sache toute la vérité, pour que toute la lumière soit faite sur la disparition de Birama Touré. Pensez-vous que les confrères journalistes se sont occupés de cette affaire à sa juste valeur? On a l'impression que Birama, un an après, a été quasiment oublié. Mais les confrères ont fait ce qu'ils ont pu. Les confrères ne peuvent pas faire des enquêtes approfondies. C'est aux autorités de faire des enquêtes. Et je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Guy André Kiffer a disparu. Jean-Hélène a disparu. Mais des enquêtes ont été menées, des enquêtes approfondies. Et les vérités sont en train d'éclater au grand jour. Après plusieurs années. Moi, je pense qu'ici chez nous, aujourd'hui, moi, je dirais que la presse n'a pas joué sa responsabilité à hauteur de souhait dans cette affaire-là. Et aujourd'hui, j'en appelle à ça. Je me dis qu'aujourd'hui, on doit aller vers ça. Forcément, il faut mettre la pression par tous les moyens possibles. Et moi, je pense aujourd'hui que nous avons les moyens. Il faut mettre la pression pour qu'on nous dise clairement qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Merci, Youba Konaté. Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, les journalistes n'ont pas forcément fait ce qu'ils devraient faire. Tout le monde, les gens n'ont pas été véritablement engagés pour cette cause-là. Mais il faudrait ici vraiment saluer l'engagement et comment dirais-je, tout le rôle qu'il joue Kassim Traoré, par exemple. Toutes les informations que nous avons, par exemple. Traoré, notre collègue, c'est vraiment Kassim Traoré qui, souvent de son propre initiative, s'élève et essaie de creuser les choses. À un moment donné, il va falloir qu'on restitue aussi ces choses-là et que les gens, vraiment, à un moment donné, qu'on apprécie ce que les uns et les autres sont en train de faire dans un ou dans un autre secteur. C'est vraiment un cadre où il faut vraiment saluer Kassim pour son engagement et qui continue avec le concours de tout le monde à mettre la pression pour que nous ayons des réponses à cette préoccupation. Merci au collègue Kassim Traoré qui n'est malheureusement pas sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous, messieurs, d'avoir partagé votre expertise de l'actualité de la semaine. Vous retrouverez cette émission ainsi que toutes les autres sur notre site www.studiotamani.com.
studio-tamani.org. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandialo. Gagny Kanté était à la mise en onde. Mamadou Ouattara a assuré la régie vidéo. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir partagé votre temps avec nous. Bon week-end. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.